Bonjour. Mon épouse Françoise écrit depuis plusieurs années des livres sur le yoga et elle est en train de terminer son prochain livre qui sera lui consacré à la maîtrise des énergies subtiles. Voilà un sujet qui devrait nous intéresser dans la perspective de la crise socio-économique que nous allons traverser à horizon des prochains mois suite à la pandémie. Pour écrire cet ouvrage, et notamment son introduction, elle m'a proposé quelques questions sur lesquelles elle attendait des réponses et je vous propose de les partager à l'occasion de cette vidéo. Première question de Françoise. Quels sont les indicateurs qui mesurent la richesse d'un pays? Le plus connu, c'est le PIB, la production intérieure brute, qui cumule les valeurs des biens et services produits dans un pays, soit par des entreprises nationales, soit par des entreprises étrangères. À cet égard, la France pèse 2700 milliards de dollars et occupe le 6e rang mondial. Autre indicateur, le PNB, production nationale brute, qui lui cumule les valeurs des biens et services produits par des entreprises d'un pays, soit dans ce pays, soit à l'étranger. Donc on voit que c'est bien le PIB qui mesure la richesse produite à l'intérieur d'un pays. Autre indicateur intéressant, le PIB par habitant. À ce stade, concernant cet indicateur, la France n'occupe que le 21e rang. Elle est devancée par des pays de taille plus modeste, comme la Suisse, comme le Luxembourg, voire Monaco. Autre indicateur, le PPA, la parité du pouvoir d'achat. Cet indicateur est calculé en valorisant un panier de produits de grande consommation qui sont valorisés dans les monnaies locales et puis le total est converti en dollars pour faire le ranking. Prenons par exemple le Big Mac, produit de grande consommation internationale. Eh bien, ce Big Mac coûte 7 dollars en Norvège, 6 dollars en Suisse, un peu plus de 4 dollars en zone euro et aux États-Unis, et 2 dollars et quelques en Chine. Donc on voit qu'en Suisse et en Norvège, le coût de la vie est plus élevé parce que le niveau de vie est plus élevé. Autre indicateur de performance économique, le PDEM, les perspectives de développement en économie de marché. Là, c'est un indicateur qui prévoit une situation future, qui anticipe un peu sur le futur, en considérant que les pays bien notés ont de belles perspectives d'avenir à horizon des prochaines décennies. Ce PDEM combine le PIB, l'espérance moyenne de vie et le niveau d'éducation. Voilà en gros les principaux indicateurs économiques que l'on reconnaît aujourd'hui. Ce que je crois, c'est qu'après la pandémie, ces indicateurs devraient évoluer et prendre une dimension nettement plus orientée vers la protection de l'environnement, l'écologie, l'émission de gaz à effet de serre, etc. Il existe déjà des indicateurs dans ce domaine. L'OCDE a créé un indicateur du mieux vivre et il faut savoir que c'est l'Australie et les pays scandinaves qui sont en tête. Le Bhoutan avait créé, le souverain du Bhoutan avait créé le bonheur national brut,
qui lui avait permis de mettre son pays d'ailleurs en première position, mais il combinait le développement économique, social, équitable, durable, avec les traditions, avec la protection de l'environnement, etc. Et depuis Rio, la conférence de Rio sur l'environnement en 1992, il y a eu également des indicateurs de type empreinte écologique. Bon voilà, donc il faudrait que les indicateurs économiques intègrent cette dimension, notamment dans l'application des taux d'intérêt aux dettes nationales. Et je crois qu'à ce moment-là, le spread avec l'Allemagne serait nettement réduit, parce que l'Allemagne n'est pas forcément parmi les bons élèves en ce qui concerne la lutte contre l'environnement. Voilà, c'est dit. J'adore les Allemands. Bien. Deuxième question de Françoise. Comment voit-on si un pays est bien géré? Alors là, ça fait couler beaucoup d'encre, ça dépend des opinions de chacun. Il y en a qui considèrent que c'est lorsqu'on a un commerce, une balance commerciale excédentaire, d'autres considèrent que c'est en fonction du niveau d'emploi. En général, sur un plan économique, on considère le déficit budgétaire, ou l'équilibre budgétaire. Et le déficit budgétaire est en général la différence entre des recettes, c'est-à-dire les impôts, et des dépenses, c'est-à-dire les dépenses publiques et le remboursement d'intérêts de la dette. Et en général, les recettes sont inférieures aux dépenses, donc on parle de déficit budgétaire. Dès la création de la zone euro, pour équilibrer la monnaie unique, l'Europe a encouragé tous les pays membres, pour ne pas dire plus, à respecter un déficit budgétaire inférieur à 3% du PIB. La France a été pendant des années un petit peu au-dessus, 4-5%, et elle faisait des efforts, et voilà, qu'en début 2020, elle arrive à franchir le seuil, et patatrac, arrive la crise du coronavirus. Cette crise risque de faire passer le déficit budgétaire de la France en 2020 de 3 et quelques à 9%. Ce qui fera que la dette, qui était de 100% du PIB, va passer à 120, peut-être 130, voire au-delà, à horizon 2020-2021. C'est énorme. Pour s'en faire une idée un peu plus concrète, il faut savoir que la dette par habitant, avant le coronavirus en France, était environ de 45 000 $. Elle va passer, avec cette augmentation du déficit, à plus de 60 000 $ par habitant. À comparer avec la dette par habitant en Allemagne, qui est de 20 000 $, et la dette par habitant en Suisse, qui est de 12 000 $. Ceci avant le coronavirus. Enfin quand même, on voit les différences. Alors en Suisse, il y a même des différences entre cantons. Prenons le canton de Zug, qui était, il y a 50 ans, un des plus pauvres du pays. Eh bien aujourd'hui, ce canton a un excédent budgétaire cumulé positif. C'est-à-dire que les habitants ne transmettront aucune dette à leurs descendants. Comment en sont-ils arrivés là? De façon très simple, une politique d'impôt relativement bas qui a attiré des entreprises, des sièges sociaux, de l'activité économique et qui a permis de développer ce canton. Voilà ce qu'on peut appeler, je crois, une économie bien gérée. Troisième question de Françoise.
quel sera l'impact de l'intelligence artificielle? Il sera considérable. Nous n'en sommes aujourd'hui qu'aux prémices, avec des algorithmes qui nous conseillent en fonction de nos comportements passés sur tel ou tel produit à acheter, qu'il s'agisse de denrées alimentaires, de produits électroménagers, que sais-je, de bouquins, de vidéos, etc. Des tas de sites web utilisent maintenant des algorithmes de web marketing. Donc ça, c'est, je dirais, un petit peu l'âge de pierre de l'intelligence artificielle. Demain, les choses vont être complètement différentes. Il va falloir s'inquiéter, même pour des métiers à forte valeur ajoutée. Je pense à des secteurs comme la banque, l'assurance, les comptables, jusqu'au chauffeur routier qui va devoir s'inquiéter de l'apparition du camion autonome. Et les médecins, peut-être bientôt, seront-ils remplacés par des robots pour effectuer des diagnostics ou pour même réaliser des opérations. Dans le monde de l'intelligence artificielle, on aura besoin de beaucoup moins de faiseurs et on aura besoin surtout de penseurs et de superviseurs de haut niveau. Ces métiers exigeront un quotient intellectuel élevé, donc un niveau de formation élevé. Comme le dit Laurent Alexandre, il faudrait peut-être embaucher des polytechniciens dans les écoles maternelles et généraliser les techniques Montessori dans les écoles maternelles et primaires. Bon, on n'en est pas encore là, mais l'enjeu des politiques de formation est considérable. Selon Alexandre, si on ne fait rien, le monde de l'intelligence artificielle permettra à 20% de la population de s'acclimater au contexte et de travailler dans ce nouvel environnement, mais 20% seront laissés sur le bord de la route et vivront du revenu universel. Voilà l'enjeu de l'intelligence artificielle. Quatrième question de Françoise. Qu'est-ce que l'équation de Kaya? Alors là, je me demande où elle est allée chercher ça. Mais c'est une excellente question. L'équation de Kaya est parfaitement décrite sur le site de Jean-Marc Jancovici. C'est un modèle qui permet d'identifier 4 composantes de la pollution par gaz à effet de serre, donc de la fabrication de CO2. Le premier composant, le premier paramètre, c'est la population. Plus nous serons nombreux, plus nous polluerons, ça paraît assez naturel. Le deuxième paramètre, c'est le type de ressources énergétiques utilisées. Si on utilise des énergies fossiles, comme le gaz, le pétrole, le charbon, qui représentent 65% de nos besoins en énergie en France, eh bien on fabrique beaucoup de CO2. En revanche, si on utilise du nucléaire, qui ne représente que 13 à 15% de nos besoins en France, on génère moins de CO2. Donc il faudra aller progressivement vers des ressources énergétiques qui génèrent moins de CO2. J'oublie volontairement le photovoltaïque et l'éolien qui ne représentent que 2% de nos besoins énergétiques. Voilà, donc ça c'est le deuxième levier. Le troisième, c'est la consommation d'énergie pour fabriquer notre richesse, énergie sur PIB.
eh bien, il faudra que ça baisse. Il faudra que ça baisse, ça veut dire que peut-être demain, il va falloir abandonner la voiture pour le vélo électrique, pour faire la même chose. Peut-être pas des déplacements aussi longs, mais la politique de mobilité devra être revue. Et puis le quatrième indicateur, quatrième levier, c'est le PIB par habitant, c'est-à-dire la richesse que nous produisons par tête de pipe. Et là, c'est pareil. Après avoir été dans une pensée unique de la croissance à tout prix, eh bien, peut-être que la pandémie va nous faire prendre conscience qu'il nous faut changer de paradigme et aller vers des économies de décroissance. C'est-à-dire qu'il va falloir travailler autrement, penser autrement, se déplacer autrement, consommer autrement. Donc voilà ce que dit l'équation de Kayak. Résumons-la. Pour maîtriser les consommations de CO2, il faudrait maîtriser la démographie, choisir les bonnes ressources énergétiques, maîtriser notre consommation d'énergie pour fabriquer notre richesse, donc avoir des comportements, des activités plus faibles en consommation d'énergie, et quatrièmement, réduire peut-être notre niveau de vie. Cinquième question de Françoise. Quel sera l'impact, y aura-t-il un impact de cette pandémie sur le management d'entreprise? Je ne sais pas s'il y en aura, mais j'affirme une chose, ça me paraît très souhaitable. J'ai lu dernièrement le livre de Nicolas Bouzou et de sa collègue Madame de Funès, qui ont dressé un réquisitoire très sévère sur les méthodes de management actuelles dans les entreprises. Absence de sens, absence de vision, absence de motivation, absence de courage. Tout ce que l'on fait pour essayer de mobiliser le personnel, c'est de lui installer des baby-foot et de nommer des Chief Happiness Officer. Est-ce bien raisonnable? Je pense que le management va, comme la physique, traverser une révolution. La physique classique de Newton a été complétée au début du XXe siècle par la physique quantique qui s'est intéressée à l'infiniment petit. Eh bien, je crois qu'il va en être de même pour le management suite à cette pandémie. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des doctrines de croissance, rapprochement, de fusion-acquisition, le big is beautiful, etc., etc., on va certainement aller vers des modèles différents qui vont imposer un style de management des équipes différent. Et je vous proposerai très prochainement une vidéo sur l'application des lois, des quelques principes fondamentaux de la physique quantique au management. Je me suis intéressé depuis 2 ans à la physique quantique et à l'informatique quantique, et je suis convaincu qu'il y a des bonnes recettes à récupérer pour le management d'entreprise. C'est ce que le coronavirus nous aura également apporté. Je vous remercie, à bientôt.